Alors on compare, on prend, on teste, on utilise. Puis on jette, on remplace et on amasse. Pas seulement les choses, les personnes aussi. Nos relations amoureuses et sexuelles sont à l'image de la société de consommation dans laquelle nous avons grandi. Pourtant, nous voulons être aimés. Être aimés durablement, être aimés pour ce que nous sommes. C'est notre désir le plus profond. Alors pourquoi y renoncer puisque c'est possible de le réaliser? Je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime son métier, sa famille, elle aime la Chine. Elle aime les verres entre copines, les paillettes aussi. Elle aime lire pendant des heures, cuisiner pour 40 personnes. Elle aime la Zumba en leggings fluo. Elle aime le silence après la fête. Elle aime les chaussures à talons. Bonjour Mathilde. Bonjour Thérèse. Et alors là, on se demande, que fais-tu dans la vie pour aimer autant de choses? Les paillettes, la Zumba en leggings fluo. Ton métier, c'est quoi Mathilde? Eh bien, c'est tout simplement psychologue. Le psychologue peut aimer tout ça? Évidemment. On a un peu l'image de la contraire. psychologue qui serait plus en retenue, très effacée. Et toi, tu aimes aussi le côté paillettes? Et ouais, il y a des psychologues qui sont vivantes, qui ont des paillettes, qui portent des leggings fluo, peut-être pas en consultation, mais qui les portent dans leur cours de Zumba. Ouais. Tu changes complètement l'image qu'on a de la psychologue et ça nous fait du bien. Mathilde, on se rencontre aujourd'hui dans le cadre de ce podcast. Tu es psychologue, mais est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Comment est-ce que tu es devenue psychologue et quelle est un peu ta spécialité? Ouais, alors j'ai eu la chance de trouver très vite ce que je voulais faire, puisque je me souviens, j'étais déjà en seconde, que c'était inscrit que je voulais être psy. Attends, pause, je t'arrête. Comment est-ce qu'en seconde, tu sais que tu veux être psy? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas trop ce que c'est en plus, hein, mais j'en ai une image de quelqu'un qui aide les autres, une image que je pense qui est très partagée dans l'inconscient collectif, hein, quelqu'un qui a un peu de recul, qui peut s'inviter dans la vie des gens et faire quelque chose de bien. Et puis en terminale, avec les cours de philosophie, ça vient confirmer en fait quand on parle un peu de Freud, un peu de théorie, ça m'anime beaucoup. Et je me dis mais en fait c'est génial, j'ai l'impression qu'on m'ouvre un monde complet. Donc je débarque en psychologie à la Cato d'Angers. J'avais fait ce choix d'une fac un peu petite, mais pas trop, un petit univers un peu contenant pour moi. Donc j'ai fait toutes mes études à Angers, avec cette grande chance à la Cato, ils nous proposaient de faire un double master, donc un master un petit peu plus long en 6 ans, et puis surtout en alternance. Donc hyper intéressant parce qu'on avait vraiment cet apport à la fois théorique et à la fois tout de suite du terrain, tout de suite de la clinique, tout de suite des rencontres. Donc voilà, donc au bout de 6 ans, je suis diplômée. Après 6 années vraiment passionnantes où je me suis régalée. Un peu plus chaque année. Et puis, voilà, j'ai la chance de travailler très, très rapidement. Je travaillais en soins palliatifs à cette époque à l'hôpital. Et je me dis, là, il me manque quelque chose. Il me manque un peu des outils concrets, notamment quand je recevais les parents ou les enfants, ou voilà, tout l'entourage en fait, de la personne hospitalisée. Et donc je cherche un petit peu et là je découvre la systémie, donc une branche de la psychologie, et je décide de me former donc dans une formation longue, puisque je reprends 4 années d'études pour me former en thérapie familiale et conjugale. Qu'est-ce que c'est la systémie? Est-ce que tu pourrais l'expliquer? Ouais, alors je vais essayer d'être courte, mais en fait la systémie, l'idée c'est qu'un individu seul, en fait, ça n'existe pas. Pour comprendre l'individu, il faut vraiment le replacer dans son système relationnel, transgénérationnel, son système familial, son système amical, professionnel, essayer de comprendre en fait son comportement en fonction en fait des règles du système, et vraiment système au sens large. Donc ça, c'est un peu pour vraiment, je schématise beaucoup, mais l'apport théorique. Mais très concrètement, c'est aussi une façon de travailler où on est très libre, où il y a beaucoup de créativité, on mise beaucoup sur les ressources
du patient. On a des outils qui sont aussi très concrets pour aider les patients à élaborer, pour aider les patients à se décaler de leur histoire, pour en comprendre quelque chose. Donc, c'est un outil très vivant. Et quand tu fais la systémie, tu as toujours plusieurs membres d'une famille ? Alors, pas forcément. On peut faire la systémie en individuel. Et ça, j'ai envie de dire, ça transpire dans les consultations, dans les références théoriques, aussi dans les exercices proposés aux patients. Et puis, évidemment, je reçois aussi donc les couples et les familles élargies. Donc parfois 2, 3, 4, 5, 6, voire plus de personnes au cabinet. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail ? Je crois que j'aime être un peu ce témoin privilégié de l'évolution, de voir les personnes se transformer, faire des petits ou des immenses pas. Je me trouve hyper chanceuse, en fait, de les voir évoluer comme ça. Je trouve ça assez incroyable. Ça donne envie. Et ce qui est le plus difficile à vivre dans ton travail, tu dirais quoi ? La charge émotionnelle, parce que moi, je suis très touchée par mes patients. Quand je m'engage à travailler avec quelqu'un, c'est que je sens qu'il y a le feeling entre nous, et donc évidemment j'y mets toutes mes compétences, mais j'y mets aussi mon humanité, quoi. Donc parfois on est très touchés, il y a des séances qui nous impactent beaucoup, qui sont un peu difficiles pour nous, et en même temps c'est ce qui fait la magie de ce métier. Tu fais comment pour décompresser ? Tu fais de la Zumba, justement ? Pas assez, mais c'est ça, les verres entre copines, faire du sport, rigoler, lire, beaucoup marcher, aller chiner, enfin tout ça, me raccrocher un peu au réel, quoi. Ouais, tu as besoin de vivre ça aussi avec tout ce que tu entends. Ouais. Aujourd'hui, tu as un domaine d'expertise plus particulier ? Tu es passé par les soins palliatifs, donc là, l'accompagnement vers la fin de vie, la mort. Aujourd'hui, tu dirais quoi ? Alors moi, j'ai fait un peu le grand écart parce que je continue à travailler autour de la pathologie somatique. Donc j'ai mon cabinet des personnes qui ont des pathologies très lourdes, comme la maladie de Charcot, des diabètes lourds, etc. Parfois, les accompagner jusqu'au bout. Et à la fois, j'ai tout un volet autour de la périnatalité. Je travaille beaucoup avec des sages-femmes, par exemple, des pédiatres. Donc, j'accompagne aussi les femmes enceintes. Et puis, j'accompagne beaucoup de couples en espérance d'enfants, de couples ou de femmes ou d'hommes. Et c'est vraiment le sujet qu'on voulait aborder ensemble. Ouais. Les couples en espérance d'enfants. C'est une vraie situation, ça, où les personnes, on peut parler des couples, mais aussi, je voudrais qu'on puisse élargir à toute personne qui a un désir d'enfant. Moi, je rencontre aussi beaucoup de célibataires, femmes ou hommes, qui ont le désir d'enfant, mais qui n'ont pas encore trouvé la personne avec qui construire leur famille. Ouais. Et quand on a ce désir et que pour différentes raisons, il ne peut pas être vécu, ça peut engendrer pas mal de souffrance. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu observes le plus ? Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à cette difficulté ou cette souffrance de ne pas avoir d'enfant ? Ouais, alors je pourrais dire beaucoup de choses. J'espère qu'on a un peu de temps pour justement déplier un peu tout ce qu'il y aurait à dire. La première chose, là, ça me touche, Thérèse, parce que tu parles de souffrance, et je trouve que finalement c'est peu reconnu comme ça par l'extérieur. Il y a cette idée de oui, mais avant d'avoir un enfant, il faut déjà que tu aies quelqu'un, ou alors vous vous êtes déjà trouvé, c'est pas si mal, ou alors écoute, ça fait que 2 ans, ou que 1 an, ou que 3 ans. Enfin, voilà, en fait, ils entendent beaucoup de positivisme, entre guillemets, autour d'eux, et en fait, ils entendent rarement ce que tu vis. C'est vraiment une épreuve, c'est vraiment une souffrance. Donc ça, je trouve que c'est déjà un peu clé, et je suis très admirative de la façon dont chaque personne essaye de composer avec cette souffrance-là dans leur vie. Ouais. Est-ce que tu arrives à comprendre pourquoi est-ce qu'on ne veut pas l'entendre ou qu'elle ne se dit pas trop, cette souffrance-là ? Tu dis que la réaction des gens, c'est souvent très positif ou relativisé, mais t'inquiète pas, ou c'est pas si... pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'entendre ? Que ça fait mal de ne pas pouvoir donner la vie quand on a très envie de la donner ? Je crois qu'on est un peu tous pareils parce qu'on fuit la souffrance de l'autre. C'est pas notre réflexe naturel finalement de l'entendre, d'essayer de l'apaiser. On a quelque chose parfois un peu de panique à bord. Je sors quelque chose alors que
un peu tout près, alors que c'est pas forcément ça que je pense. Ou alors, ça me fait tellement de peine de voir mon proche qui souffre que je vais essayer de positiver parce que j'ai un peu cette idée que si moi aussi je lui dis que ça me fait de la peine ou si j'ouvre ce chapitre, j'ai un peu peur qu'il s'effondre, quoi, ou que moi aussi d'ailleurs ça me fasse trop mal. Donc c'est un peu des réflexes de protection qui sont à l'œuvre, quoi. Et quand je repense aux différentes réactions, tu en as verbalisé plusieurs, et j'en pense à une autre qui est quand on a déjà eu un enfant, 2 ou 3, et qu'on a envie d'avoir d'autres enfants. Alors là, mais tu as déjà un enfant, tu as déjà 2 enfants ou 3 ou 4. Tu ne devrais pas souffrir de ne pas en avoir d'autres. Ça, tu l'as déjà entendu aussi, cette phrase-là. C'est comme si elle n'était pas reconnue, ce désir, cette souffrance, le fait que ça fasse mal, que ce ne soit pas reconnu. J'essaie de voir encore dans d'autres situations, mais ça, je crois que ça parle à beaucoup. Oui, bien sûr. Parce que finalement, tu vois, on a toutes et tous grandi dans une société où on nous disait on a un enfant quand on veut, comme on veut, avec qui on veut. Et puis le jour où on veut et qu'on n'a pas, on fait comment ? Oui, et puis on est très renforcé par des messages de c'est possible, il y a plein de choses qui existent, donc si vous voulez, vous allez pouvoir avoir un enfant. Alors qu'en fait, je trouve que quand on travaille dans le domaine de la périnatalité, mais aussi du domaine de fin de vie, en fait, on est très, très humble devant la vie et de voir qu'on ne maîtrise pas tout, qu'on ne choisit pas tout et que parfois on a composé avec des choses très, très douloureuses, quoi. Est-ce que tu arrives à nous expliquer comment est-ce qu'on peut comprendre la souffrance, sa propre souffrance de ne pas avoir d'enfant ou celle d'un proche ? Pourquoi est-ce que ça fait tant souffrir ? Je pense que ça renvoie chacun à son projet de vie. Voilà, donc chacun va se projeter. Donc qu'est-ce que moi dans cette situation j'aurais fait ? Qu'est-ce que moi j'attends de la vie ? Si moi j'en attends deux enfants, elle en veut 3, 4, mais pourquoi en fait j'ai du mal à me mettre à sa place. Ou alors ça nous renvoie tout simplement, encore une fois, à cette idée de on n'est pas tout puissant. Et en fait on n'aime pas beaucoup ça, nous les êtres humains, on aime être dans la maîtrise, dans l'action. Et quand on est confronté comme ça à quelque chose de, entre guillemets, de plus grand que nous, c'est difficile. Donc on prend un peu des chemins comme ça de traverse pour essayer d'y échapper, quoi. Ça me parle beaucoup, ça, la question de cette toute-puissance et de faire, de voir qu'on ne peut pas tout maîtriser. C'est vraiment cette épreuve-là aussi. Je voudrais qu'on commence avec les célibataires, si tu veux bien, avant de parler des couples. Ouais. Qu'est-ce que toi, qu'est-ce que tu partages aux célibataires qui viennent te voir en te disant qu'ils ont le désir d'avoir des enfants, mais qui n'ont pas trouvé la personne avec qui fonder leur famille ? En sachant qu'aujourd'hui, on vit aussi à une époque où on peut très bien faire une démarche seule, soit pour faire une insémination ou quoi, ou alors une adoption. Et on peut le voir de plus en plus quand on s'approche de la quarantaine. Des amis qui commencent à se dire j'ai pas trouvé le compagnon, je vais commencer à faire une démarche, je vais aller faire une PMA parfois aussi à l'étranger ou quoi. Qu'est-ce que tu réponds à ça, ou comment est-ce que tu peux alors est-ce que j'y réponds déjà? J'écoute parce que elles ont, je pense je pense à des patientes là que j'ai un peu dans la tête et dans le cœur quand tu parles. Déjà on écoute leur souffrance et on leur dit que bien sûr elles ont le droit, ils ou elles d'ailleurs, là je pense plus à des femmes, mais vraiment ils ont le droit de ressentir ça et que c'est extrêmement difficile d'avancer dans la vie quand il nous manque quelque chose de fondamental et qu'ils ont le droit de reconnaître que c'est fondamental pour eux. Donc ça, c'est déjà la première partie du travail en fait qui est assez énorme. Et puis après, en tant que psychologue, évidemment qu'on n'est pas là pour leur dire ce qu'ils peuvent faire, peuvent pas faire. On est là pour les aider à en fait un peu élaborer leur projet. Est-ce que mon projet, c'est d'avoir un enfant, entre guillemets, quel que soit le prix? Est-ce que je me vois d'être mère ou père célibataire? Est-ce que mon projet, c'est avant tout de fonder une famille avec quelqu'un? Est-ce que je me vois renoncer à ça parce que le désir d'enfant est plus fort? Enfin, voilà, on est là pour vraiment les aider à réfléchir à ça, de manière à ce qu'ils prennent leurs décisions avec le plus
de clés possibles en fonction de qui ils sont, de quoi ils ont envie, et puis peut-être aussi de leurs limites, de ce qu'ils estiment être une limite ou pas. Ça, c'est très subjectif. Donc ça vaut la peine de s'en ouvrir à quelqu'un, d'oser parler de son désir d'enfant à une personne qui est capable de nous écouter. On a vu que l'entourage n'est pas toujours capable d'écouter. Ouais. Alors évidemment, il y a des pépites dans l'entourage. Je vais me faire des bons amis, des bonnes personnes dans la famille. Mais c'est vrai que quand même dans l'entourage, comme il y a toute une charge affective très forte, on peut projeter sur l'autre nos propres conceptions de la vie, de la famille, de la grossesse, de l'enfant, enfin bref. Et l'avantage d'aller voir une personne comme toi, une psychologue, c'est qu'il y a une écoute active et comment dire, sans projection, quoi, qui permet de faire la lumière en soi. Qu'est-ce que ce désir vient me dire? Ouais, là, je pense à certaines patientes qui, je me souviens, pendant les 3 premiers rendez-vous, elles ont fait que pleurer. Elles me disaient, mais je suis désolée, je pleure jamais. Ben justement, en fait, parce que est-ce que vous avez de l'espace pour parler de vous, de ce que vous ressentez? Et c'est souvent, je pense à des patientes qui sont des sacrées femmes, quoi, qui ont plein d'amis, qui sont bien entourées, qui ont des situations professionnelles qui les épanouissent. Mais du coup, elles se sentent pas forcément légitimes à dire, ouais, mais en fait, il y a quelque chose qui me manque, qui est terrible, quoi. Alors, parfois c'est un conjoint et parfois c'est ce désir de l'enfant avec elle parle souvent de cette horloge biologique là qui devient presque tyrannique dans leur vie, quoi, comme si le compte à rebours était enclenché et que là fallait faire au plus vite. Ouais. C'est là la grande différence entre les femmes et les hommes. Et dans ta proposition, c'est d'abord de s'ouvrir, d'en parler, de se sentir comprise dans ce qu'on ressent. Ça, c'est déjà une première étape. Oui, tout à fait. Tout à fait. Faire la lumière sur son désir. Exactement. Et après, vraiment penser ce désir d'enfant, encore une fois, très concrètement, quoi. Est-ce que... d'où ça vient, ce désir d'enfant, comment la personne s'était projetée, avec combien d'enfants, qu'est-ce qu'elle imaginait de sa vie de famille, qu'est-ce que ça vient dire aussi de ce qu'elle a vécu en tant qu'enfant. Voilà, évidemment, il y a beaucoup de résonance. Donc encore une fois, essayer d'élaborer son projet pour la suite avec la personne. Ouais. Ça, c'est déjà une première étape. Et alors, pour les couples, pour ceux qui ont trouvé, celles et ceux qui ont trouvé l'amour de leur vie, avec qui ils ont envie de construire la famille, une famille qui n'arrive pas naturellement, spontanément, comment est-ce que toi, tu les accueilles, ces couples-là ? Alors les couples que je vois soit ensemble, soit en individuel, ça dépend. Parce que parfois, c'est pas possible pour eux de venir ensemble parce que la douleur de l'autre est insupportable à entendre. Donc parfois, ils font le choix de venir en séparer. Il y a quelque chose que je leur dis beaucoup, c'est prenez soin de vous. Votre trésor, il est maintenant, il est tout de suite. Personne ne peut vous l'enlever. Votre trésor, c'est votre amour. Ça, c'est très, très important. C'est quelque chose qu'on rabâche parce que le couple va tellement être éprouvé par la souffrance, par les méthodes pour avoir cet enfant, quelles que soient les méthodes choisies. Ça va tellement envahir le couple que ce couple sera vraiment fragilisé. Donc vraiment, ce qu'on se dit, ce qu'on se répète en consultation, c'est prendre soin de son trésor, prendre soin de son amour. Mais Mathilde, ce qu'il y a de particulier avec le fait de ne pas arriver à avoir un enfant, c'est que on pense que l'enfant, c'est le fruit de l'amour. Donc si on n'arrive pas à porter ce fruit, peut-être qu'on s'aime pas, s'aime pas bien, qu'on a un problème dans notre relation, qu'il y a un problème dans notre amour, ou qu'on n'est pas fait pour ça, tous les deux. En fait, c'est immensément déstabilisant. Oui, tout à fait. Après, ça parle beaucoup justement de cette... là, tu mets le doigt sur un peu les hypothèses que le couple trouve pour expliquer, entre guillemets, l'inexplicable parfois. Parfois, il y a des raisons vraiment physiologiques, mais finalement pas tout le temps. Et puis même quand il y a ces raisons physiologiques, l'être humain a besoin de chercher
de trouver finalement la cause, de mettre un sens quelque part à cette souffrance, à cette situation. Donc ce que tu évoques là, c'est peut-être si ça marche pas, c'est qu'on s'aime pas tant que ça. C'est une hypothèse que le couple peut faire. Et nous, tout notre travail de psychothérapeute conjugal, c'est de les aider à voir la beauté de leur couple tel qu'il est maintenant, quoi. Et que le fruit de leur couple, c'est leur amour avant tout. Voilà. Le fruit de leur amour, c'est quoi ? C'est leur couple. Ça marche dans les deux sens, quoi. Tu vois, c'est vraiment essayer de les décaler un peu par rapport à ça. Mais ça fait partie, et c'est un gros travail quand on accompagne des couples ou en individuel en espérance d'enfant, ce travail des hypothèses. Pourquoi ça m'arrive à moi ? Ouais, c'est comme la question qu'on se pose quand l'enfant ne vient pas. Ouais. Pourquoi ça m'arrive à moi ? Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et est-ce que tu as pu aussi voir qu'il y a tout de suite un sentiment de culpabilité, de qu'est-ce que j'ai mal fait ? Qu'est-ce que on se remet en question ? Ou alors on accuse l'autre. Il y a un peu toujours ces deux tendances. Ouais, tout à fait. On accuse ou on s'accuse. Ouais. Mais dans l'infertilité, tu as déjà pu observer ça ? Oui, bien sûr. Sont tentés par ces deux écueils. Et d'autant plus que souvent, ils viennent me voir parce qu'il y a des professionnels qui les ont orientés. Donc, ils viennent un peu avec cette étiquette coupable de « on m'a dit que c'était psychologique ». Ça, je trouve ça terrible. Qui peut dire que c'est psychologique ? Et moi, je leur dis tout le temps, mais attendez, on va travailler le levier psychologique, mais on est bien plus complexe que ça, qu'il y a plein d'autres choses à travailler. Nous, on va faire au mieux sur cette partie-là. Mais voilà, les aider à sortir de cette culpabilité-là. Mais il est normal qu'elle s'exprime, en fait, cette culpabilité, ou alors cette attaque de l'autre. Alors soit dans cette attaque parce qu'il y a vraiment quelque chose, encore une fois physiologiquement, chez l'autre, soit on attaque l'autre parce que il n'est pas très sérieux dans la prise des traitements, ou il fait pas le régime qu'il faut, ou il arrête pas de fumer, ou il boit trop, etc. Cette idée on essaye de se donner un maximum de chance. Donc on va essayer un peu de maîtriser, de contrôler. Donc si l'autre n'est pas là-dedans, c'est difficile. Oui, c'est intéressant parce que toi, tu vois les personnes parce qu'il y a déjà eu tout un processus qui s'est mis en place, comme quoi peut-être que la cause, il faudra la trouver au niveau relationnel, au niveau, on va dire, psychologique, émotionnel. Là, aujourd'hui, en France, quand il y a une difficulté pour avoir un enfant, on va d'abord l'avoir au niveau médical, très physiologique, et finalement, l'approche émotionnelle ou psychologique vient pas, en tout cas dans un premier temps, vient souvent très très tard, quand on n'a pas trouvé les causes. Tu n'es pas d'accord avec ça ? Je trouve quand même qu'on a tendance à aller très vite dans le côté médical, avec aussi des procréations médicalement assistées, très rapides. Dès qu'on arrive avec la fameuse horloge biologique, on se dit il faut se dépêcher parce que... Et on ne prend pas systématiquement le temps de comprendre ce qui est en jeu, ce qui se passe chez l'un, chez l'autre. Et donc, il y a beaucoup de non-dits aussi qui peuvent rester. Et puis ça vient donner cette image d'un côté, il y aurait le corps et d'un côté, il y a le psychologique. Ça, on n'est encore pas très bon pour unifier, en fait, le tout. Alors que quand on est dans ce parcours pour attendre un enfant, quand bien même il n'y aurait peut-être pas des verrous, moi j'appelle ça pourtant des verrous psychologiques, il y a une souffrance et c'est toujours bon en fait d'avoir un lieu où on peut déposer sa souffrance. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir un suivi hyper régulier, mais voilà, peut-être d'avoir identifié de quand ça fait trop mal, je peux activer cette ressource extérieure qui est le psychologue. Mais Mathilde, moi, je comprends ce que tu dis, que c'est important d'avoir des lieux pour pouvoir exprimer sa souffrance. Mais j'ai découvert, dans mon expérience personnelle, dans mes relations avec d'autres personnes qui pensent différemment que moi, qu'il y a des personnes qui disent « Non, il ne faut surtout pas la dire, cette souffrance. » Et il y a des gens qui disent « Non, il ne faut pas en parler parce qu'en parler, c'est la faire exister et ça ne sert à rien. Il faut être plutôt solutionniste, trouver des solutions et avancer et pas prendre ce temps pour dire la souffrance. » Et moi, j'ai beaucoup de mal à expliquer à des proches que si ça fait du bien, toi, tu dirais quoi ? En fait, comment tu justifierais ou comment tu expliquerais le fait que ça peut être intéressant ou bon d'avoir un lieu pour exprimer sa souffrance ? Alors, j'aime le fait que tu dises « ça pourrait » parce que
ces personnes qui me disent non, je vais pas me connecter à ma souffrance, je vais plutôt être dans l'action, c'est un mécanisme de défense. Donc par définition, c'est un mécanisme qui les protège. Donc si on les, entre guillemets, on les oblige à aller dans un autre mécanisme qui va être plutôt d'être dans l'échange, ça peut les mettre en difficulté. Donc c'est important d'avoir en tête que on va pas forcer les gens, quoi. Parfois, il y a des temps aussi pour parler et il y a des temps pour être dans l'action, où il y a des temps pour essayer de mettre un peu à distance sa souffrance. Et ça, parfois, on travaille ça au sein d'un couple, tu vois. Il y en a un qui a besoin de parler et il y en a un autre qui n'est pas du tout dans ce temps-là. Il y a cette dissonance émotionnelle entre eux. Donc c'est vraiment une question clé quand on les accompagne. Donc cette idée, c'est justement de ne pas les forcer à parler leur souffrance, à les reconnaître, mais à leur faire cette proposition. Parce que le risque à mettre très très loin la souffrance ou à les empiler, c'est qu'un jour, ça explose. C'est beaucoup trop. Donc là, on est en burn-out, on est en dépression, ou on est dans des conduites addictives ou dangereuses. Enfin, il y a quelque chose où la souffrance, en fait, elle suinte de partout et elle transpire. Parfois, c'est pas le cas. Il y a des gens qui ont des capacités résilientes face à la souffrance qui sont incroyables. Mais c'est prendre un risque quand même que de ne jamais déposer sa souffrance. Mais déposer sa souffrance, ça peut être... Il y a plein de moyens de le faire. Ça peut être auprès d'un psychologue, bien sûr. Je ne vais pas dire l'inverse. Mais parfois, ça peut être par, je ne sais pas, marcher. Je pense à des patients qui ont marché pendant longtemps, entre hommes, par exemple, où on ne s'est pas dit grand-chose, mais on a dit ce qu'il fallait. Ça peut être, tu vois, ça peut être dans des actes un peu symboliques, quoi. De manière à ce que ça sorte un peu, que ça ne reste pas tout le temps à l'intérieur. Mais ça peut prendre plein de formes. Et ça, c'est aussi une invitation qu'on peut faire autour de nous, c'est faut être créatif. Qu'est-ce qui marche chez toi ? Ok, c'est pas d'en parler. Ok, sauf qu'elle est là, ta souffrance. T'en as conscience ? Ok. Qu'est-ce que t'en fais ? En fait, est-ce que toi, ça te donne de la force peut-être pour t'investir à droite à gauche, pour être encore plus dans ton boulot, etc. Enfin, il faut faire vraiment en fonction de la personne en face. Mais comment garder de la connexion si l'un et l'autre, on a une façon différente de vivre cette épreuve et des besoins différents pour la surmonter ? Comment est-ce qu'on reste connecté ? Et ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est la question à $1000 parce que c'est l'enjeu majeur de ces couples. Vraiment, c'est comment on fait pour continuer à faire couple quand on est dans cette telle dissonance affective, émotionnelle. Là, on essaye de prendre soin de son couple. Donc moi, j'invite toujours le couple à revenir un peu à ce qui fait son ADN, quoi. Qu'est-ce que vous aimez faire ensemble ? Qu'est-ce qui est important pour vous ? Ok, revenir à vraiment à des, je sais pas, certains c'est aller au cinéma, d'autres c'est marcher, d'autres c'est faire du sport ensemble, d'autres c'est, je sais pas, voyager, etc. Essayer de garder cette connexion. Alors c'est pas une connexion qui est un leurre, c'est-à-dire qu'il faut avoir conscience que toi tu vis les choses comme ça, moi je vis les choses comme ça, et chacun a parfaitement le droit de le vivre comme ça. Chacun est parfaitement légitime. Donc de ne pas juger l'autre en disant pourquoi tu pleures, c'est bon, reprends-toi, ou bien pourquoi tu ne pleures pas, t'as pas l'air de pas souffrir, quoi. Exactement. Ouais. C'est difficile de faire ça. C'est extrêmement difficile. Non, mais c'est vrai de ne pas juger l'autre dans son attitude et en même temps de rester, moi je trouve que l'enjeu vraiment majeur c'est de rester connecté avec des vécus si différents, hommes, femmes, avec nos personnalités, nos sensibilités, et puis des vécus différents aussi parce que mine de rien, quand il y a une infertilité, il va y avoir quand même des examens pour voir d'où vient cette infertilité. Et femmes et hommes, on ne va pas vivre les mêmes examens. Les femmes vont en vivre beaucoup plus. C'est pas pour ça que ceux qui vivent l'homme ne sont pas éprouvants aussi. Tout à fait. Mais on va pas vivre la même chose dans les corps, quoi. Et là aussi, il peut y avoir une déconnexion à ce niveau-là. Bien sûr. Par ce qui va être vécu physiquement. Bien sûr, et la femme porte vraiment dans son corps cette attente chaque mois et cette déception à chaque cycle. Donc il y a quelque chose de très inscrit, quand bien même elle voudrait un peu se décentrer. En fait, son corps la ramène à cette souffrance-là et à ce projet-là.
Donc évidemment qu'on va vivre les choses de manière très différente. Mais j'ai envie de dire, dans quel couple, en dehors même de cette question, l'homme et la femme vivent les choses de la même façon? Ben non. Tout couple, dans tout couple, il y a cette idée que chacun, on vit les choses de manière parfaitement unique. Et ce qui va nous relier, c'est le pont du langage, quoi. C'est vraiment de pouvoir mettre en mots, de pouvoir s'entendre soi et entendre l'autre et se sentir légitime, reconnu par l'autre. Tu as le droit de penser ça. On est différents, on pense pas pareil, mais on a le droit. Se sentir légitime et reconnu, ça me parle beaucoup parce que quand on sent ça de l'autre, j'ai l'impression qu'on s'apaise en un coup. Bien sûr. J'ai le droit d'être triste, tu as le droit de vouloir trouver telle solution, mais voilà, il y a quelque chose qui apaise. Tu disais aussi, chez les femmes, c'est inscrit, c'est-à-dire que quand on a ce désir d'enfant, on va s'observer, et puis après, quand on est dans des démarches médicales ou d'observation de son cycle, etc., bon, on va être très, très investi. Et on a souvent cette petite phrase de l'entourage qui dit « c'est le jour où tu ne penseras plus que ça va arriver ». Et on nous dit ça, qu'il ne faut pas y penser, et ça viendra. On a envie de répondre, mais je ne peux pas ne pas y penser tant que je suis dans ces démarches ou tant que j'ai ce désir. Là, pour le coup, la psychologue, qu'est-ce qu'elle peut répondre à ça? Parce que je trouve que c'est un casse-tête impossible. C'est vraiment, c'est ce qu'en systémie, on appelle les injonctions paradoxales. C'est-à-dire que, et ça, quand on est dans ces démarches-là, c'est vraiment bienvenu dans les injonctions paradoxales. C'est-à-dire, surtout n'y pensez pas, mais en fait, soyez hyper rigoureux pour tout, pour votre observation, pour votre sexualité, pour la prise de médicaments, etc. N'y pensez pas, mais pensez-y tout le temps. Enfin, ces injonctions paradoxales, elles sont permanentes. Et en fait, elles rendent fou, quoi. Parce qu'en fait, on a l'impression de jamais bien faire, quoi. C'est exactement ça. C'est l'impression de jamais bien faire. Qui culpabilise et puis qui peut entraîner une vraie déprime ou dépression. Tout à fait, tout à fait. Et c'est important déjà de les identifier avec les patients. Tiens, mais regardez, on vous demande une chose et son inverse. Comment vous pouvez faire? Et tout le travail un peu avec les patients, c'est de les aider à trouver leur curseur un peu à eux, quoi. Ouais. Ça veut dire, est-ce que moi, ça m'aide de m'observer? Ou alors, au contraire, moi, tout ce qu'on me demande, c'est trop. C'est trop? Ok. Mais où est-ce qu'elle est, votre limite? Où est-ce qu'il est, votre curseur? Eh bien, faites pas plus que ce que vous vous êtes fixé. Ça, c'est hyper important. Pas plus que ce que vous vous sentez capable de faire. Pas plus, mais très concrètement dans votre vie, quoi. Et ça, c'est une question à la fois individuelle et à la fois en couple qui est très importante. Oui, parce que quand on est deux, toi, tu peux avoir ta propre limite, mais l'autre a une autre limite. Comment on fait pour s'entendre? Moi, je l'ai vu aussi auprès de patients où l'un voulait refaire une insémination avec donneur anonyme et le mari disait, non, je ne veux pas. Et on fait comment pour trouver un terrain d'entente? Ou alors l'un dit, allez, on va encore faire une démarche médicale, et puis l'autre dit, non, je veux plus. La femme... on peut avoir aussi des moments de pression psychologique. Enfin, la danse, là, à deux, elle est quand même très, très compliquée. Et j'ai beaucoup de patients qui me consultent pour ça, justement, avec cette croyance que vous, une sorte d'experte là, comme ça, dans cette question-là, vous allez leur apporter la solution. Et en fait, tout le travail, c'est de les mettre eux au travail, de faire en sorte qu'ils puissent se parler, qu'ils puissent s'entendre pour que leur couple prenne une décision. Il n'y a personne qui va pouvoir leur dire ce qu'il faut faire. Et c'est peut-être parfois ce qui est le plus compliqué, quoi. Mais est-ce qu'on n'arrive pas à la rupture si l'un dit je veux, par exemple, l'homme dit je veux qu'on continue les démarches médicales et qu'on réessaye une nouvelle fécondation in vitro, etc. Et la femme dit non, c'est trop pour moi, je peux plus. Lui, il a vraiment son désir d'enfant. La femme, elle a aussi ce désir, mais elle sent que c'est sa limite. On fait quoi dans ces cas-là, en fait là Est-ce que la relation, elle ne s'arrête pas? Alors ça peut, mais mon expérience clinique me montre un peu l'inverse. Quand on les aide en fait aussi à décoder les comportements de chacun, quand on les aide à décoder les histoires, ce désir si fort chez l'un et chez l'autre, ça permet de donner un peu plus de possibilité au couple en fait de se retrouver, parce que l'autre n'est plus ce bourreau qui m'entend pas, mais en fait ça y est, il se reconnecte à moi par là. Parfois il y a cette idée de moi j'ai plié. Oui, mais vous avez plié pour l'autre, ou entre guillemets, ou est-ce que vous avez plié pour un plus grand bien pour votre couple?
Donc ça, on travaille beaucoup aussi cette question de ce qu'il y a de bon pour soi individuellement, ce qu'il y a de bon pour son couple, ce qu'il y a de bon pour sa famille au sens large, quoi. On essaie de les faire réfléchir sur tout ça. Et c'est à eux, après, de prendre les décisions avec tous ces éléments-là en tête. Mais tu dis quand même que c'est intéressant aussi de se faire aider, accompagner. Ouais. Parce que si le couple reste juste l'un avec l'autre, avec toutes ces décisions tellement importantes, pourquoi tellement importantes? Parce qu'elles engagent à la fois la dimension charnelle, puisqu'il est question du corps, et donc un traitement médical, etc. Donc c'est notre intégrité physique, à la fois psychologique, mais il y a aussi tout ce qui est de l'ordre des valeurs personnelles, qui peuvent aussi être là dans la question de la spiritualité, en fonction de nos valeurs. Il y a des choses qu'on va accepter ou pas. C'est quand même hyper complexe, cette affaire, non? Et tout seul, est-ce qu'on peut y arriver? Enfin, je me pose la question. Je pense que tout seul, quand même. Parce que tout seul, c'est difficile. D'avoir un tiers qui aide justement à penser, à mettre en mots, qui décode, encore une fois, qui aide à décoder le comportement de l'autre, parfois son comportement à soi. On peut être animé par des choses et on ne sait pas bien d'où ça vient. Ou alors, on n'a pas forcément conscience que là, on est en train d'atteindre une limite. Et on va le voir un peu trop tard. Donc je pense que c'est quand même très précieux pour ces couples d'être entourés. Après, ils s'en saisissent ou pas. Ça va dépendre aussi de les étapes du parcours. Mais c'est vraiment important que le couple soit, j'ai envie de dire, un peu qu'il y ait un maillage de professionnels autour d'eux. Souvent, il y a un médecin, il peut y avoir une sage-femme, des ostéopathes, des chiros. Tout ça, c'est extrêmement important de les envelopper, de les soutenir dans ce qu'ils ont à vivre. Et donc de ne pas aussi hésiter à demander de l'aide. C'est normal de demander de l'aide. Et si je reprends le fil de notre conversation, on a commencé sur cette souffrance. Et quand on souffre, c'est normal de demander de l'aide et il n'y a pas de honte à avoir. Et c'est pas quelque chose qu'on doit surmonter tout seul. Mathilde, il y a quand même aussi un aspect extrêmement important par rapport à l'infertilité, c'est la question de la sexualité. Oui, tout à Parce fait. que le couple est être aussi impacté là, puisque au départ, pour avoir un enfant, en tout cas un couple homme-femme, c'est en faisant l'amour et en voyant qu'on peut faire l'amour et l'enfant ne vient pas. Quels vont être les impacts sur la sexualité du couple? Ouais, ça c'est vraiment quelque chose de très difficile aussi à préserver pour le couple, c'est leur sexualité, parce qu'ils vont avoir une sexualité qui va être très regardée, très contrôlée, qui va être vraiment orientée vers ce désir. Je pense souvent, j'ai des hommes au cabinet qui me disent « mais j'ai l'impression qu'il y a le médecin dans notre chambre ». Ça, je l'entends souvent. Ou alors, en fait, j'ai l'impression, parfois j'entends, mais j'ai l'impression, en fait, je suis juste le géniteur. Je fais plus l'amour à ma femme. Donc ça, c'est hyper important de pouvoir là aussi en parler, de pouvoir dire qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que c'est lourd, comment on fait pour garder notre sexualité, notre trésor à nous, puisque la sexualité, c'est l'expression aussi de nos sentiments, notamment de nos sentiments amoureux. C'est le langage du corps, comment on fait pour préserver ça. Et ça demande vraiment, je trouve, un espace pour en parler, pour s'en parler à soi, pour en parler à l'autre, pour réfléchir aussi à qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Parfois, je leur dis, mais vous savez quoi, soyez des mauvais élèves. C'est-à-dire qu'on vous a dit, faites ci, faites ça à telle heure, etc. Mais si c'est au détriment de finalement votre trésor, est-ce que là, il n'y a pas plutôt intérêt à désobéir un peu? Et en fait, souvent, désobéir, ça leur fait beaucoup de bien, parce qu'ils ont l'impression un peu d'une bulle d'air, Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de les aider à être toujours acteurs, à être toujours présents dans leur corps, dans leur corps, et puis vraiment présents dans leur sexualité. Sinon, il y a une espèce un peu de déconnexion qui se fait, où c'est un peu les experts qui savent pour eux, et eux, ils vont faire. Ça, c'est très, très dangereux au niveau psychique. Et j'entends ce que tu dis, mais concrètement, comment est-ce qu'on peut le faire? En plus de désobéir, comme tu dis, comment garder cette connexion sexuelle alors qu'on traverse cette épreuve? Alors ça va être propre à chaque couple de trouver ces astuces. Déjà, encore une fois, de s'en parler, c'est indispensable. Parce que très souvent, ça devient tabou, en fait. Personne, il y en a tous les deux n'osent pas s'en parler. Parce qu'il y a cette idée de oui, mais si je lui dis que
moi j'aime pas du tout comment ça se passe, je vais la blesser, ou alors si je lui dis, il va croire que ça remet en cause finalement notre projet. Donc sans parler, c'est extrêmement important. Et puis peut-être revenir à, voilà, il y a des environnements qui sont plus propices, engager le couple à partir un week-end, couper en fait à ce qui fait son environnement et ce qui est très du coup relié à la sexualité, pour essayer de se connecter autrement, s'offrir un peu des bulles d'air. Mais parfois, voilà, ils partent en week-end avec ça en tête et c'est pas ce qui se passe. Et leur dire que c'est pas grave, que ça aussi il faut du temps pour parfois se reconnecter quand il y a eu cette coupure-là. Moi, j'ai vraiment l'impression quand même que c'est un cercle vicieux, quoi, parce que si tu pars en week-end en te disant on va prendre ça parce qu'on sait qu'on a besoin de prendre du temps, et que c'est en prenant ce temps-là que les choses peuvent aussi se débloquer, tu pars en week-end, mais en fait ça n'apporte pas ce que tu espérais dans ta grossesse négative. En fait, je pense qu'il y a un cercle vicieux qui s'installe. Parfois, c'est comment ce désir d'enfant peut vraiment te pourrir de l'intérieur, quoi, et pourrir ta relation. Je sais pas, tu vois, je sais pas très bien comment est-ce qu'on peut sortir de ce cercle vicieux. J'entends les points, les propositions, mais je vois, en fait, moi, de mon point de vue, tu sais que je suis aussi thérapeute de couple, je trouve que l'expérience de l'infertilité fait partie du top 3 des plus grosses épreuves pour un couple. Ouais, je suis d'accord. Enfin, je sais pas si on peut... tu comprends quand je dis ça? On peut faire une hiérarchie, mais en fait, si, parce qu'il y a quelque chose, parce que ça va toucher à plein de niveaux de la vie, et à ce qu'on a de plus intime aussi. On parle de la sexualité, on parle de... Bien sûr. On n'a pas les mêmes de valeurs, de spiritualité. Enfin, ça touche tellement de choses. Et puis il y a aussi quelque chose même d'animal dans le fait de vouloir porter un enfant que t'expliques pas. Tu peux avoir déjà d'autres enfants, etc. Mais tu te dis non, je veux, c'est dans mes tripes, c'est plus fort que moi. Tu vois, donc c'est pas non plus de l'ordre de la raison. Tout ça pour dire que c'est quand même une fameuse épreuve. Alors j'entends qu'il y a des solutions parce qu'on peut en parler, communiquer. Ça t'insiste beaucoup là-dessus, s'ouvrir. Mais tu vois, je reste un peu dubitative en me disant waouh, comment mais on fait, de toute manière, on ne peut pas avoir cette idée de je vais vous proposer des outils qui font que ça ne sera plus une souffrance. Parce que là, on retrouve cette toute-puissance. Donc en tant que thérapeute toute-puissant, on aurait les outils pour... Non, nous on va essayer d'accompagner les personnes pour qu'elles se connectent à leurs ressources individuelles et leurs ressources de couple. Donc, et ça, c'est vraiment, ça j'insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que individuellement, qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous permet de ne pas exploser dans cette souffrance? C'est quoi? C'est de travailler, c'est de danser, c'est de partir nager. Qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est un gros travail on va essayer d'activer le plus possible de vos ressources individuelles. Et c'est la même chose pour le couple. Qu'est-ce qui fait ressource dans votre couple? Et je reviens à cette idée d'ADN. Qu'est-ce qui fait votre couple? Et il ne s'agit pas de dire tout ça, si vous activez tout ça, vous aurez plus mal. Ça serait super. Et on aimerait tellement avoir les outils pour qu'ils aient le moins mal possible. Mais parfois, c'est leur dire, oui, on est tous devant cette souffrance-là, mais vous avez les ressources pour dépasser ça. Moi, je travaille beaucoup avec les images, c'est un peu mon dada, j'aime beaucoup ça. Et souvent, on réfléchit à est-ce que vous pouvez me donner une image de cette souffrance? Et si la souffrance, c'est un énorme trou qui prend tout le corps, c'est difficile de vivre quand on a son corps complètement troué. Parfois, au fur et à mesure de la thérapie, cet énorme trou se réduit un petit peu. Et en fait, c'est ce corps qui va se composer autour de ce trou. En fait, on va essayer d'en faire quelque chose. On va essayer, comme la nature parfois, tu sais, on voit des arbres qui poussent au milieu du béton ou avec des drôles de formes. Là, c'est un peu ça. L'être humain, la vie, elle va essayer de se frayer un chemin dans cette souffrance et on va essayer d'avancer avec ça. Ça ne veut pas dire que la souffrance sera jamais là, mais encore une fois, on va essayer de vivre avec cette souffrance-là. Tu dis de vivre avec, parce que quand on n'arrive pas à donner la vie, c'est notre vie qui peut partir, disparaître. Il y a quelque chose, on a l'impression
Oui, il est question de ça, en fait, que de plus avoir de vie en soi. Ouais. Et là, tu dis, comment garder de la vie, Ouais. même si on n'arrive pas à donner la vie, Ouais. et de continuer à être vivant, à Ouais. rester vivant malgré cela. Mais la vie, tu sais, c'est un mot tabou, quasiment dans les consultations. On le dit quasiment pas, les personnes le disent pas, parce que c'est cette idée de la vie, c'est donner la vie. Et donc l'idée, c'est aussi de les travailler avec eux, de où est-ce qu'elle est la vie maintenant en vous, comment elle s'exprime, où vous avez envie d'aller, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Il ne s'agit pas de dire ça va être super, abandonner ce projet-là, ça va être super. Bien sûr que non, mais voir que peut-être ouvrir un peu le champ des possibles. J'entends que vous avez vraiment ce désir d'enfant, vous vous donnez un maximum. Pour le moment, la conclusion n'est pas celle qu'on espérait tous. Ok, d'accord. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Oui. Mathilde, il y a une autre chose, c'est que quand on est dans cette souffrance de ne pas pouvoir avoir d'enfant, parfois elle peut tellement être importante qu'on n'a plus la capacité de se réjouir pour les autres quand on entend que nos amis ont des enfants, une nouvelle grossesse ou quoi. Et ça, c'est aussi particulier. Comment ça va aussi briser quelque chose dans nos relations humaines. Tu as déjà pu observer ça aussi ? Oui, bien sûr, parce que c'est très culpabilisant pour les couples de dire « mais là, c'est horrible, j'en peux plus de recevoir le 15e faire-part » ou « mon ami l'a dit, mais c'était hyper maladroit » ou alors « c'était adroit, mais ça m'a exaspéré ». Et donc, là aussi, on accueille, on leur dit « mais bien sûr, mais c'est normal, mais bien sûr que c'est hyper douloureux pour vous ». Et en fait, on les invite à exprimer ça à leur entourage. Parce que l'entourage va être très démuni pour les accompagner, pour les aider. Donc souvent, l'entourage va faire en fonction de cette fameuse projection. J'imagine que moi, j'aurais aimé ça, donc je vais le faire. Sauf que dans les 3/4 du temps, on fait pchit, c'est pas ça, en fait. Donc, l'entourage a besoin que la personne ou le couple dise « là, c'est trop difficile pour moi. Je vous demande de ne pas faire ci ou au contraire de faire ça ». Et en fait, quand c'est parlé, ça évite ces phénomènes de rupture. Parfois, il y a de la distance qui s'instaure. Ça ne veut pas dire que ça sera toujours le cas. Mais je crois qu'il y a des étapes dans ce cheminement et qu'il y a certaines étapes là où c'est trop douloureux, où le couple a besoin de se protéger. Est-ce que tu penses à autre chose encore, Mathilde, que tu voudrais partager à ce sujet ? Oui, alors il y a quelque chose qui est important, je trouve, quand on travaille sur cette question du désir d'enfant. Il y a tout l'aspect transgénérationnel. Donc ça, c'est hyper important. C'est-à-dire, en fait, moi, enfant, quelle place j'ai eue ou quel modèle de parents j'ai eu ? Qu'est-ce qu'il y a dans mon histoire ? Quelle est l'histoire autour de la maternité, de la parentalité ? Et parfois, il y a des grands trous dans cette histoire ou des grands traumas. Et en fait, on est porteur de ces traumas. On parle aussi un peu en psychologie transgénérationnelle de patates chaudes, quoi. Donc c'est important. Tu dis patates chaudes parce qu'on se la renvoie, c'est ça c'est ça. On hérite de ça. Parce que c'est Anne Ancelin qui parlait de ça, de la patate chaude, qui peut aller jusqu'à 5 générations. C'est-à-dire qu'un trauma, hop, dégringole, et finalement, la personne, 5 générations après, elle a des symptômes qui parlent du trauma familial, du trauma transgénérationnel. Donc, quand on est dans un travail avec une psychologue, il y a vraiment, moi j'ai vraiment une attention particulière à l'histoire transgénérationnelle. Comment c'était dans votre famille ? Encore une fois, les grossesses, la parentalité, mais aussi qu'est-ce que c'était qu'être un enfant ? Quels souvenirs vous avez de vos enfants, mais aussi de vos grands-parents, de vos parents, etc. Parce que ça peut vraiment être des verrous, en fait, inconscients à l'œuvre. Il y a des choses qui viennent bloquer, on n'en a pas conscience, mais ça vient bloquer. Je prends le cas le plus simple, entre guillemets. J'ai beaucoup souffert enfant, et quelque part, je suis terrorisée de reproduire ça. Donc il y a quelque chose qui se bloque en moi parce que j'ai peur de reproduire ce mauvais père ou cette mauvaise mère. Ça, c'est le cas le plus simple. Mais voilà, il y a plein de cas possibles. Et ça, je trouve que c'est vraiment important de pouvoir travailler ces verrous-là possibles. Mais est-ce que c'est prouvé, j'ai envie de dire, scientifiquement que une douleur
peur, ou un verrou, comme tu dis, inconscient, émotionnel, en gros une cause psychologique, puisse rendre impossible la conception ou la grossesse? Alors ça, c'est la psychologie, c'est la psychosomatique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on connaît depuis quand même très, très longtemps. Je dis jamais aussi, comment dirais-je, de manière aussi linéaire, il y a ça au niveau psychique, donc il y a ça dans le corps. C'est toujours plurifactoriel. Mais ce qui est certain, c'est que le psychisme va avoir une résonance dans le corps, et le corps sur le psychisme. On parlait d'unité tout à l'heure. Donc évidemment que c'est des phénomènes qu'on connaît bien. C'est cette idée des choses se passent dans l'inconscient ou dans le conscient, et ça vient bloquer dans le corps, que ce soit de l'homme ou la femme. Ouais. Et donc ça, on va vraiment travailler un peu les relations dans nos familles, les modèles qu'on a eus, les traces que ça a pu laisser en nous. Et ça peut être par exemple le cas de j'ai eu 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, et puis ce 4e, il vient pas. Ce 4e vient pas, et vraiment j'en souffre beaucoup, on en souffre avec mon conjoint. J'avais ce désir-là. Je pense à une patiente, et en fait dans l'histoire de sa famille à lui, il y avait vraiment quelque chose d'un enfant mort, le 4e, et ça s'était répété. Et donc inconsciemment, il y avait peut-être cette peur mais en fait, si ce 4e arrive, peut-être que lui aussi, il va mourir comme toutes les autres. Et en fait, comme tous les autres, pardon. Et en fait, quand on met à jour ses croyances, quand on met à jour, quand on élabore, quand on met en récit ces traumas familiaux, c'est le meilleur moyen qu'ils ne soient plus dans le présent. Qu'il soit, tant que c'est dans l'inconscient, tant que c'est pas élaboré, finalement ça va s'agir dans les corps ou dans notre réalité. Plus c'est élaboré, plus il y a une distance possible qui se crée. Donc, morale de l'histoire, parler, s'ouvrir. Non, c'est ça, dans tout ce que tu nous dis. À chaque fois, d'oser exprimer ce qu'on ressent. Et puis, mais quand même, la force, c'est quand on la reçoit, quand on se sent écouté et compris. Ouais, exactement. C'est évidemment parler, mais pour ça, il faut que vous ayez quelqu'un en face qui vous propose les outils aussi pour vous aider à élaborer. Parce que sinon, c'est la page blanche, quoi. Donc, il faut avoir ces personnes qui vous aident à vous poser les bonnes questions, qui vous aident aussi à décoder l'autre, à se décoder soi, qui vous aident à faire des liens avec votre histoire, et encore une fois, qui vous aident à trouver les ressources ici et maintenant. On l'a dit tout à l'heure, vraiment qui vous aident à être dans la vie, quoi, à regarder la beauté de votre vie maintenant, telle qu'elle est. Merci Mathilde pour tout ça. Avec joie. Merci Thérèse. C'est passionnant de t'écouter, vraiment j'adore. J'ai même pas vu le temps passer, et le temps est passé tellement vite. Mathilde, il y a une chose que tu voudrais partager à celles et ceux qui nous écoutent, que toi tu as compris ces dernières années par ton travail, ton expérience personnelle, ce serait laquelle par rapport à ce sujet du désir d'enfant? Une expérience un peu compliquée, mais je crois que je suis très touchée d'être là aujourd'hui, parce que j'avais un peu envie de rendre hommage à toutes les personnes là, que ce soit dans mes patients ou dans mon entourage, qui ont traversé ou qui traversent cette épreuve. Et moi, je suis toujours, je le dis sincèrement, éblouie par leur force individuelle ou par leur amour. Et j'ai vraiment envie de leur dire, mais voyez la beauté de ce que vous êtes, voyez la beauté de votre couple. Vous allez faire des merveilles. Alors peut-être que cette merveille, ça sera un enfant, peut-être pas, mais il y a merveille, vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui me frappe vraiment systématiquement. Merci Mathilde. Merci infiniment, Thérèse. Vraiment merci. Moi, ça m'a fait un bien fou de t'écouter, et j'espère que celles et ceux qui nous écoutent aussi ont des clés pour leur vie, ou pour aussi les amis ou les proches qui vivent cette épreuve de l'infertilité. Merci beaucoup Mathilde. Merci Thérèse. Au revoir. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM.
Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast. Venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé durablement.